la crainte à chaque fois du début. Est-ce que Le plus Cognac G, énoncé. est-ce que Cognac G, vous me répondez? Est-ce que j'ai l'antenne? Ah, je vous entends pas. Ah, Ah. Ah, si je vous entends, non. j'ai perdu mes lunettes. Euh, Je... Ici, en direct de de Nagano. 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 Il pleut des grenouilles. Cette vanne des guignols que j'ai retenue. Pourquoi, j'en sais rien. Ça m'avait fait rire. C'était Ouais, il y a très très longtemps. oui. Ah, nous sommes vieux, bon sang, et nous ne rajeunissons pas. Bon, et avec ce dont on va parler ce soir, ça va pas nous aider à rajeunir non plus, parce que ça date d'il y a quelques années, hein. Bon, Oui, bon. c'est vrai. Et pourtant, parce que c'est un épisode hebdo un peu spécifique, on va essayer de lancer une fois par mois une thématique, ou en tout cas un sujet commun. Et ce sujet commun, cette fois-ci, pour débuter l'année 2026, c'est Breakfast at Tiffany's, donc Diamant sur canapé en version française, dont Olivier avait lu le livre de Truman Capote. C'est ça. Il y a donc un peu plus d'un mois maintenant, un mois et demi. Donc vous pouvez retrouver ça dans les récaps de l'épisode du 8 décembre. Si jamais ça vous intéresse de savoir un peu ce qui a été dit sur le livre, parce Oui, qu'il y puis a je des pense qu'on va y différences. revenir On va y aussi. revenir un peu, ouais. Ouais. Mais je ne l'ai personnellement toujours pas lu. Il est dans ma liste, mais j'ai tellement de choses à lire que il faut choisir, il faut faire des choix dans la vie. Je risque de te spoiler en cours de, Ouais, c'est pas très en cours de grave. podcast. C'est pas très grave, c'est pas très grave. En tout cas, donc avec moi ce soir, il y a Florian et Olivier. Bonsoir. Hello. Et bon, on va pas faire d'autres recommandations, on va juste peut-être un peu discuter des choses que l'on a pu découvrir la semaine passée, ou les semaines passées selon qui était là. Voilà, donc c'était facile, hein. La semaine passée c'était Florian et moi. On en a rajouté un plus un. Et ce plus un, c'est Olivier qui voilà, C'est moi. était en vacances, le chanceux. Et oui. Alors, on va lancer le générique et puis on discute. Et cet épisode 57 n'est pas sponsorisé par Oli. Mais si jamais il va le sponsoriser, après... voilà, il fait soif. Oui, ou les safari trips africains. C'est un peu plus spécial, ça va moins demandé, je pense. Mais bon, bref. Florian, on discutait juste avant de lancer l'enregistrement, donc toi tu veux peut-être un mot ou deux à dire sur certaines choses pour ton récap. Oui, les choses très très spécifiques donc de ce que j'ai entamé il y a bien un an, donc lorsque je me suis remis à la lecture en fait, et j'ai décidé d'être moins illettré et plus esthétiquement, voilà, donc ce qui fait que je me suis remis à la BD, au comic book et au vrai roman, sans images, mais avec beaucoup d'évocation et d'imagination. Et je continue mon interminable marathon de la série Donjon de Johannes Farr et Elvis Trondheim, donc chez Delcourt, qui compte quelque chose comme 65 ou 70 tomes. Et donc là, je m'apprête à me mettre à jour sur une des nombreuses sous-séries, donc je suis quasiment à jour sur tout. Et donc j'ai lu les tomes 11, 12 et 13 de Donjon Monsters, donc qui est vraiment une série anthologique avec différentes temporalités et aussi différents personnages secondaires du donjon en fait. Donc ça concerne très peu, enfin ça concerne de manière annexe en fait les Marvin, Hubert de Vaucanson et le gardien du donjon. Mais c'est surtout voilà l'occasion à chaque fois d'amener un illustrateur du sérail, ou surtout pas du sérail, vraiment en auteur de BD avec des univers extrêmement différents et totalement éloignés. Ouais. Et donc j'ai fait
Donc là, j'ai lu donc des très très bonnes surprises parce que c'est vrai il y avait des tomes en fait qui varient en termes de ton et de temporalité qui sont un tout petit peu déprimants, notamment en fait tout ce qui peut toucher à la temporalité post-apocalyptique et vraiment au destin assez tragique de certains personnages liés à la fratrie Vaucanson. Mais là, c'est vrai que j'ai lu le dernier tome en date, en fait. Comme c'est anthologique, je me suis permis une entorse et de pas forcément le lire dans l'ordre. Et donc, j'ai lu le dernier tome paru qui s'appelle Noces de fleurs, qui a été illustré par Aude Picot. Donc, il y a un vrai. C'est une vraie bonne surprise, c'est une vraie aventure, hein, donc avec des personnages voilà, devenus vieux, mais qui rencontrent en fait en pleine mer une mamie assez acariâtre qui va leur en faire voir de toutes les couleurs. Donc je le spoil pas parce que c'est vraiment le plaisir de la découverte, hein. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y avait, enfin pour le coup, c'était vraiment très très bien, c'est très bien dialogué, le trait assez innocent, voilà encore une fois, assez épuré, assez connoté BD jeunesse en fait, fonctionne très très bien pour cette aventure-là. Il y a une incursion un tout petit peu vers le fantastique et le mystique sur la deuxième partie. Euh, j'ai lu donc j'ai lu le 12 et le 13 qui s'appelle donc le 12 s'appelle Le Grimoire de l'inventeur qui est illustré par Nicolas Keiramidas. Ça c'est là pour le coup c'est une pure aventure, hein, où ça se passe alors que le gardien est le gardien est toujours vivant et le donjon est toujours au fait de ses propriétés, puisque voilà. Pour rappeler, Donjon, ça se passe sur plusieurs centaines d'années avec plusieurs générations. Et la série principale s'appelle Donjon Zénith avec le gardien de Donjon. Et c'est la temporalité où, en gros, le gardien et le donjon sont les plus puissants. Et donc là, le tome 12 de Grimoire de l'inventeur se passe là-dedans. Là, pour le coup, c'est vraiment une aventure avec beaucoup de traits d'humour typique de Sphare et Trondheim, mais c'est vraiment très, très plaisant dans un tout autre style, un tout petit peu plus classique et attendu par rapport à la série. Et il y a le tome 13, hein, qui pour le coup est beaucoup plus déprimant, mais qui est pour le coup esthétiquement une grosse claque, qui est illustré par David B, avec littéralement le cadavre de Hyacinthe, le gardien du donjon, qui est devenu aveugle, qui est réduit à l'état de crâne et de squelette, qui marche vers le donjon, en fait, qui est en train voilà, de causer la perte de l'univers. Donc c'est vraiment du pré-apocalypse. Et donc ça, c'est stylistiquement très très réussi parce que ça se base beaucoup sur l'art de fresque médiévale. Et donc le design des squelettes est assez librement inspiré, et aussi assez librement inspiré de voilà, des fresques et des illustrations 2D que l'on trouverait dans des grimoires d'antan. Je trouve ça très 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 inspiré. Donc ça s'appelle Réveille-toi et meurs. C'est le 13e tome de la série. Donc voilà, j'ai été vraiment très très convaincu à la fois donc par Noces de fleurs qui est paru donc l'an dernier et par Réveille-toi et meurs, même si pour le coup ça fait partie des tomes les plus sombres que la série ait jamais pondu. Donc voilà, ne le lisez pas si vous avez l'esprit léger, parce que c'est vraiment relativement déprimant à lire et la fin est à l'avenant. Voilà. Ok, très bien, ben dis donc, tu continues ta lecture. C'est une bonne nouvelle, et puis Karim Edas, moi j'aime beaucoup son dessin, surtout qu'il a fait de beaux boulots sur les derniers Mickey et Donald, entre autres. Voilà, donc ça c'est un dessinateur à suivre aussi. De mon côté, globalement, j'en parlerai peut-être dans une reco un peu plus tard, mais j'ai terminé donc le dernier Pierre Lemaître, Les Belles Promesses, donc avec toute sa série sur les 4 tomes des années glorieuses, donc la famille Pelletier.
Et si on y est sur une conclusion douce, amère et voilà, assez déchirante et passionnante et toujours très drôle. J'aime beaucoup son style et là je l'ai écouté encore en audiobook lu par Pierre Lemaitre lui-même et c'était vraiment assez intéressant. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Et sinon, oui, malheureusement pour vous en France, vous ne l'avez pas encore, mais Everwood est arrivé sur Netflix et moi je suis joie parce que ça me permet d'avoir un truc un peu doudou qui revient. Je suis tristesse parce que voilà, j'étais tout content et en fait ça concerne effectivement donc la Belgique, la Grande-Bretagne, mais pas la France pour des raisons que j'ai beaucoup de mal à m'expliquer. Donc je sais toujours pas, on sait toujours pas si c'est prévu pour arriver sur la France, mais voilà. Voilà, donc on verra par la suite. En tout cas, moi j'étais content de le voir arriver. Puis j'avais vu que tu en avais parlé. Et puis bon, oui, il a fallu qu'on me dise, mais c'est pas en France. Je fais, bah oui, désolé. Là-dessus, pour une fois, c'est du côté de la Belgique. Sinon, la culture avec un grand cul. Parce que j'ai découvert une chaîne YouTube totalement par hasard. Alors pourquoi? J'en sais absolument rien. Qui s'appelle With Farts, donc avec P au pluriel. Et en gros, c'est quelqu'un, je sais pas pourquoi, il s'est dit tiens, si je prenais n'importe quel film, je refais un montage avec quelques scènes et je rajoute des sons de paix ça et là pour que ça soit drôle. Et c'est effectivement, en dehors du fait que ce soit des paix, donc le niveau zéro de la blague, c'est surtout le côté du montage et du timing des moments où ça arrive, où là, c'est très drôle et il va chercher un peu tous les films. Hein. Ça va de The Holidays à Titanic en passant par The Conjuring, par Gladiator 2, etc. Et il y a des moments assez savoureux si jamais vous aimez les blagues de bas niveau. Enfin une bonne motivation pour voir quoi que ce soit qui se rapproche de The Conjuring. Merci Fred. Franchement, je n'ai pas vu The Conjuring. Mais je pense que si jamais un jour je dois le voir, j'aurai ces images-là en tête. Donc je pense ça va être difficile à voir maintenant. oui. Mais bon, toi, Holiday, The Holiday, bon voilà, le film avec Cameron Diaz, Jude Law, etc. Je le connais par cœur, ce film-là. Et il a quand même réussi à me cueillir sur des moments. Et je me suis dit, merde, maintenant, je vais peut-être, en le revoyant, je vais peut-être revoir ces moments-là. Il nous a peut-être été gâché, on verra par la suite. Mais bon, voilà, c'est assez léger. Ça me rappelle, enfin, mais là c'est beaucoup plus viral, donc je pense que les auditeurs seront au courant, enfin ça je sais que tu connais, les Musicless music vidéo. Ah oui, ça j'adore. De Mario Wienerreuther. Voilà donc. Ouais, mais là, niveau boulot, il y a quand même beaucoup plus de boulot, hein, parce que c'est rajouter des sons, etc. C'est une merveille. Enfin, c'est une merveille de conneries, mais c'est aussi une merveille de sound design, donc, franchement, très très impressionnant toujours. Et sinon, rapidement, j'en ai partagé quelques-uns sur Blue Sky. Donc j'ai fait une démo d'un jeu d'enquête avec une souris qui est à la retraite et qui regarde par sa fenêtre ses voisins. Elle s'appelle The Granny Detective Society. Voilà, c'est en démo sur Steam et ça sort cette année-ci, mais je sais pas quand. Tout ce que je sais, c'est que moi, je veux le garder à l'œil parce que vraiment, c'était vraiment très, très bien fait. L'enquête est vraiment très sympa et c'est surtout très drôle. J'ai aussi lancé une démo d'un jeu qui s'appelle Retro Rewind Video Store Simulator Demo. Et en fait, c'est comme son nom l'indique, tu gères un video store dans les années 90. Bon, voilà, l'aspect un peu nostalgie a fait son boulot. Ça va pas casser quatre pattes à trois canards, mais bref, c'était bien sympa. Mais voilà, The Granny Detective Society, j'ai hâte de voir la suite parce que c'est vraiment très cool. Et c'est le studio Empreinte qui s'occupe de tout ça, donc c'est un studio français. Voilà, en plus. Donc c'est sympathique. C'est tout pour moi du côté de mon récap. Je pense que toi, Olivier, à part tes vacances, t'as pas de récap. Non. J'ai vu des gorilles et des lions et des girafes, donc j'ai pas vu de... C'est déjà pas mal. Après, j'ai vu beaucoup de choses dans l'avion, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être tues. Ok. D'accord. Par contre, ce qui ne va pas être tu, c'est notre petit transition musicale.
comme ça tout le monde l'aura en tête. Ah, je l'ai écouté tout à l'heure, donc je l'avais déjà en tête. Je vais pas laisser plus parce que ce serait quand même dommage de se faire striker. Pour si peu. Donc Moon River, la chanson emblématique de Breakfast at Tiffany's, dont on va parler, par le grand Henry Mancini, voilà, qu'on entend sous diverses versions tout au long du film, parfois plus ou moins de façon évidente. Mais voilà, c'est une chanson qui effectivement, à la sortie du film, vous l'avez en tête. Et elle reste bien en tête. Et c'est pas très grave, parce que c'était une belle chanson. Ouais, c'était une très belle chanson. Voilà. On le resserre tellement de fois, c'est un tout petit peu buffet à Tiffany's. Bravo. Là, je dis bravo. Je vais passer le petite image de partage, s'il veut bien. Il n'a pas l'air de vouloir. Si. Histoire Qui apprécie aujourd'hui Riverside. Ouais. Lent. C'est un peu lent, ouais, effectivement. Bon, voilà, ça y est, on a l'image avec cette affiche absolument magnifique du film. Très très belle. Voilà. Globalement, toute l'iconographie qui a été faite autour du film est vraiment très belle. Oui. Bon, c'est le plus pur style 60s en fait. Vraiment, l'année de sortie 61, on peut difficile faire plus représentatif de l'époque. Ah, ça c'est clair. C'est un film qui respire cette époque par tous les pores. Donc Breakfast at Tiffany's, c'est une comédie romantique qui date de 61, qui a été un film qui est donc réalisé par Blake Edwards. Voilà, donc avec tout ça, c'est une nouvelle de 58 pour Truman Capote, dont tu as parlé il y a quelques épisodes, et on y retrouve Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam et Mickey Rooney. Mickey Rooney, hein. Bon, je pense qu'on va directement en discuter, comme ça c'est fait. J'ai beau avoir vu le film, pas qu'une fois, mais ça faisait quand même pas mal d'années que je l'avais plus vu. Et pourquoi je sais pas, mais j'avais éludé ou alors un peu diminué l'effet du personnage joué par Mickey Rooney, qui est un japonais. Voilà, donc japonais façon Tintin, un peu. si on peut dire. Un peu beaucoup, caricature. Bon, après, il remet le no dans Nagano. Exactement. Et bon, il faut savoir que dans la version remasterisée, il y a eu un petit travail qui a été fait sur la couleur de peau. Hein, ils l'ont empêché le côté trop jauni. Voilà. J'ai aussi revérifié en français qu'il n'y avait pas un Michel Leb-isation du film. Heureusement, non. Vraiment pas. Alors que pour l'époque... Du coup, ils ont mis quoi? C'est une voix française normale? Quasiment normal. Ah ouais. À quelques... il a une façon de parler, mais c'est vraiment pas la caricature qu'on a pu entendre, malheureusement, trop de fois. Et en version originale, c'est pas non plus si appuyé que ça. En même temps, vu le visuel... C'était déjà suffisant. C'était déjà suffisant. Alors pourquoi? Bon, bref. Ça, pourquoi? Les années 60, hein. Tout simplement. Hollywood, oui, c'est 60, ça. Faut pas chercher beaucoup plus loin, malheureusement. Apparemment, je pense que c'est quelque chose qui devait faire rire à l'époque, quoi. Et apparemment, enfin là, malheureusement, je m'en excuse, j'ai pas exactement fait mes devoirs autour du film et autour du making-of. Mais donc voilà, source Wikipédia, le rôle donc du voisin japonais, le producteur du film insistait pour que ça soit un japonais qui le fasse, mais Blake Edwards a insisté, enfin rejeté cette suggestion et a insisté pour caster Mickey Rooney, parce que voilà, Blake Edwards, avant d'être réalisateur, avant de passer à la réalisation, il a été scénariste à partir du milieu des années 40, donc voilà, c'était surtout un scénariste qui avait vent en poupe, et il connaissait Mickey Rooney parce que c'était son coloc, et donc il a insisté pour caster son pote.
dans ça. Donc, Ouais, c'est ok. entièrement, encore une fois, sur Wikipédia, c'est entièrement apparemment de la faute de Blake Edwards. Voilà. Oui, Bon, oui, mais je crois vraiment qu'à la base, c'est aussi pour. C'est un ressort comique euh, qui, ouais, qui, qui a été utilisé beaucoup qui trop. marchait à l'époque, quoi. Ouais. Enfin, on est quand même, je sais pas, on doit être 15 ans après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Je pense que se moquer des Asiatiques à l'époque, c'était, voilà, c'est les anciens ennemis, on se moquait d'eux, quoi. Donc, et en fait, c'est une des choses qui est une vraie différence avec le livre, c'est que dans le livre, en fait, c'est une voisine, c'est pas un voisin, et, euh, et c'est un personnage qui n'est pas là du tout pour faire rire. Au contraire, c'est un personnage qui rappelle la normalité. C'est-à-dire que on est dans le livre, on est baigné par des personnages qui sont tous très atypiques, très hauts en couleur. Et en fait, cette personne-là, elle est là, son rôle, c'est de remontrer la normalité pour qu'on comprenne à quel point les Et, personnages sont fous. Et, euh, pour et jouer le donc, elle, contraste, alors ici, c'est complètement raté, hein. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, vraiment, alors déjà, au premier visionnage, moi, j'ai découvert le film il y a pas longtemps. Alors déjà, le film commence sur lui en plus, hein, si je me souviens bien. Ouais. Enfin, Euh, oui, c'est ça, C'est c'est. exactement ça, c'est-à-dire qu'avant qu'on découvre avant qu'on découvre Audrey Hepburn, on la découvre sous le regard ouais, de Mickey Rooney qui éructe. Enfin, sachant que voilà, Mickey Rooney pour les gens qui voilà Alors, qui le connaissent pas, c'est surtout on la c'est surtout découvre. un performeur comique en fait. Donc Ouais. je pense qu'il est aussi engagé, il a été engagé pour vraiment surjouer le rôle parce que voilà, c'est une gloire de la comédie musicale, du musical. Voilà, c'est quelqu'un qui. Voilà. Enfin, c'est pas lui qui ouvre vraiment le film parce que l'ouverture du film, c'est Audrey Hepburn qui est avec son croissant, son oui, café, et tout à voilà, fait. devant le Tiffany's, en train de manger, et qui rentre chez elle. On comprend assez vite qu'elle rentre chez elle d'une longue soirée, et elle a pas ses clés, donc elle sonne, et là, effectivement, on le découvre, lui, au sortir du lit, bah voilà, la caricature déjà de un, et surtout, bah, il est maladroit, il se casse la figure, il râle, enfin, ouais, c'est censé être un moment, je suppose, de gag visuel et de décalage. Bon, avec à l'heure d'aujourd'hui, non, c'est juste Non, un personnage qui franchement, râle. c'est vrai que dans un film qui globalement m'a réjoui, c'est vrai que ce début m'a un petit peu glacé, quoi. Je me suis dit, waouh, 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 qu'est-ce que je vais regarder? Ouais. Et je me suis renseigné un petit peu sur ça. Et en fait, finalement, déjà à l'époque, on dit maintenant ça passe plus. Déjà à l'époque, en fait, Ah, ça aurait ça a déjà fait pas. un tollé, hein. Ouais, c'était pas, ça n'a pas été très bien accueilli parce que je pense qu'en fait c'était pas drôle du tout. Surtout, c'est surtout pour ça quoi. Et donc, euh, donc finalement en fait, oui, c'est un loupé en fait complètement du film. Après, faut pas non plus que Mais c'est pour ça que je voulais. ce soit rédhibitoire pour le film quoi. Non, c'est pour ça que je Exactement. voulais en parler directement en premier lieu, comme ça, c'est fait, c'est passé, un peu comme dans le film. Une fois que cette Le, scène-là, elle est faite, elle est passée, enfin, personnellement, encore une fois, ça ne, ça ne gâche en rien le reste de l'histoire, le reste du film et de ce qui est proposé. Ouais, j'ai trouvé le film brillant, hein, donc Oui, oui. c'est ça, c'est vraiment 5 minutes en tout et pour tout voilà, de cringe, mais c'est vrai que ça, enfin, quand ça revient, enfin, quand le voisin revient, c'est vrai qu'on a envie que voilà, enfin, ça tourne très vite parce que c'est littéralement, enfin, c'est toujours la même blague en fait, c'est joué de manière extrêmement monotone. ouais, ouais. Et c'est vraiment dommage parce que vraiment, comme je disais, quand on a lu le bouquin, on se dit que en fait, le personnage de la voisine aurait pu faire
un personnage de cinéma vraiment très bon, quoi. C'est un personnage qui est caractérisé dans le bouquin. C'est un personnage qu'on imagine, qu'on voit. Et franchement, je pense vraiment que ça aurait fait un personnage de cinéma vraiment très très bon. Donc c'est vrai. Très dommage de l'avoir évincé pour faire ça, mais bon, c'est. Le film est comme ça. Voilà. Je pense que justement, il y avait aussi parce que globalement, euh, le film est beaucoup plus tourné vers la comédie que le livre. Le livre est beaucoup plus cynique, beaucoup plus. C'est plus une observation un petit peu ironique et acerbe justement de la société des années 60 enfin dans les villes dans les villes américaines et de l'intelligentsia entre guillemets de l'époque. Euh, et, euh, et en fait, le film se déplace un petit peu plus vers la comédie. Et je pense que ce symptôme, enfin, c'est un des symptômes de ce déplacement, quoi. Ouais, après, donc ici, c'est vrai qu'avec Blake Edwards à la réalisation, c'était difficile de s'attendre à autre chose que ce genre de comédie. Il reste, je dis pas qu'il y a pas de côté cynique ou de critique ou quoi que ce soit, mais le style, en tout cas à l'époque de Blake Edwards, hein, qui a après s'est occupé aussi des Panthères Roses par exemple, il aime bien ce genre de rythme, ce côté-là dans l'humour. Ah oui, oui, ouais, clairement, en C'est notre fait, vision. en fait, lui, il a une manière de critiquer, parce que ça reste le même, ça reste le même but, quoi. Ouais. Et il a une manière beaucoup plus burlesque, en fait. Là où il y a un côté plus acerbe chez Truman Capote, Blake Edwards, lui, il est vraiment dans le burlesque total. Et c'est là où ça marche, quoi. Enfin, c'est là où son style fonctionne. Donc, c'est normal qu'il aille vers ça. Et surtout qu'en plus, en gros, c'est un petit peu son premier gros film. Il avait fait des films avant, mais c'était pas des films majeurs. Et tous les gros films de Blake Edwards qui vont arriver, The Party, les Panthères Roses et tout ça, ça va arriver après Breakfast at Tiffany's. Et Même bien après, parce que The Bien Party c'est après, ouais. 68 et ouais. il faut attendre des années 70 pour La Panthère Rose. Mais en fait, on trouve malgré tout tous les ingrédients de ce qui va faire ces grands films dans Breakfast at Tiffany's. Euh, et vraiment, le côté burlesque est très présent, quoi. Oui. Et donc par contre, on va peut-être revenir un peu en arrière maintenant que ce passage est fait pour rappeler ce dont ça parle en fait. Oui. Donc on retrouve donc Holly Golightly, qui est donc jouée par Audrey Hepburn, qui est ce qu'on peut appeler une croqueuse de diamants, hein, plus ou moins. En tout cas, une jeune femme qui aime une idée du luxe, de la soirée, de New York, de la fête, et qui va batifoler d'homme en homme et le dire clairement que c'est ce qui va permettre de lui donner une rente et continuer de vivre à ce rythme-là. Donc elle habite dans un appartement aussi en désordre que sa vie, on va dire, accompagnée d'un chat qui s'appelle Chat, tout simplement. Voilà. Meilleur nom. Comme Mais, le chien de Colombo s'appelait le chien. le chien. Et donc, elle va finir par faire la rencontre en fait de son nouveau voisin qui est donc ah merde, j'ai un trou de mémoire. C'est Paul Varjak. Paul Varjak, j'allais dire Jacques, mais non, c'est Paul Varjak, qui est un écrivain qui a un peu de difficulté, qui est avec une femme dont il est l'amant, et qui va rencontrer cette Donc femme. il est le gigolo. Voilà, Le gigolo, j'ai plutôt. compris ça comme étant gigolo. Oui. Oui, c'est vrai, c'était plutôt un gigolo. C'est moi qui me trompe sur le terme. effectivement. Il est payé. Mais voilà, en fait, c'est un peu le côté inverse, l'autre côté du miroir, justement, comme moi je l'ai vu. Donc, elle, c'est elle qui est payée par les hommes et lui qui est payé par une femme, entretenu en tout cas par cette femme.
Ils vont se rencontrer et se découvrir l'un l'autre. Et pendant ce temps-là aussi, Holly, sur le côté, une autre de ses rentes et de ses façons de gagner sa vie, c'est d'aller rencontrer, en fait, d'aller toutes les semaines voir son oncle, entre guillemets, à Sing Sing, pour discuter de tout et de rien, et surtout ouais, de la météo, hein, de certains messages de météo qu'elle doit redonner. Bon, on sait très bien que c'est un criminel et qu'il y a des choses un peu louches derrière tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'on va suivre en tout cas dans cette comédie, euh, dans un New York absolument magnifique, même si c'est un New York de studio. Voilà. Oui, mais souvent les, Et avec beaucoup les, Oui, les vas-y. villes de studio sont souvent plus belles que les. Oui, ça de toute façon. Ça, de toute façon. Donc voilà, en résumé, pour ne pas trop divulgacher de choses, parce qu'il suffit que vous cherchez par exemple Breakfast at Tiffany's sur Google ou Diamant sur canapé, et globalement, le premier truc qui arrive sur Google, c'est un résumé du film, avec son intrigue, et tout ce qui va se passer. Et même la fin. Donc c'est un peu dommage, donc Bah, ouais, évitez. c'est dommage, mais est-ce qu'à un moment donné, il va pas falloir en parler de la fin? Parce que Il va falloir en parler, mais voilà, en tout cas, si jamais vous avez encore un peu de temps, vous pouvez, on vous préviendra, mais en tout cas, si jamais vous cherchez sur Google, on vous prévient pas, sachez-le, si jamais ça vous embête. Voilà, donc, toi Olivier et toi Florian, vous ne connaissez pas le film. Toi tu as la vision Olivier du comparatif avec le livre, ce que je n'ai oui, pas. Moi je connaissais le film, que j'avais beaucoup vu, parce que en fait je suis un grand fan de comédie romantique, et en plus de ça, de Blake Edwards. Ce qu'il faut aussi savoir par rapport à ce que tu disais avec le rôle de tout à l'heure du voisin, c'est qu'à la base, c'était pas du tout Audrey Hepburn qui était pensée, en tout cas par Truman Capote, c'était Marilyn Monroe. c'est ça. Et, Voilà. il y a eu Marilyn Monroe et Liz Taylor aussi, qui a Oui, il été y a eu fait. Ouais. quelques noms aussi, j'en ai vu d'autres qui sont passés après, et d'autres noms de réalisateurs aussi, mais voilà. Oui. Et même, C'était... même pour le casting masculin, il y a, en fait, à la base, quand Truman Capote a vendu les droits c'est la Paramount, je crois. Donc, a vendu les droits au studio. En fait, lui, dans sa tête, il voulait interpréter le personnage principal. Euh, en fait, bon, la Paramount a fait OK, très bien. Et puis une fois que le truc était signé, bah, ils ont dit bon bah finalement en fait ce sera pas toi. Et, En fait, et ils lui non. ont dit ce sera plutôt Steve McQueen parce qu'en fait genre les canons masculins sont plutôt dans le style de Steve McQueen. On veut un vrai mec. Et en fait finalement c'est George Peppard Oui. qui, euh, qui, qui incarne l'homme viril et gigolo. Et, euh, et Rien à c'est voir avec marrant parce Pepper qu'en fait. Pig. Et, ouais. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une grosse différence avec le livre. C'est que ce personnage, il représente vraiment la masculinité dans le film, alors que dans le livre, finalement, effectivement, si on avait voulu retranscrire le livre dans le film, un personnage comme Truman Capote aurait été plus juste. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui est dans le livre qui est presque indéfini sexuellement. Et il y a même globalement beaucoup de gens s'accordent à dire qu'il est probablement homosexuel dans le livre. Et on n'est pas du tout dans le cadre d'une comédie romantique. On est plus dans le cadre d'une histoire d'amitié un petit peu rehaussée de fascination, voilà, la quête du narrateur dans le livre. En plus, il n'est pas nommé dans le livre, il a pas de nom du tout. C'est juste un narrateur. La quête du narrateur dans le livre, c'est d'être aux côtés de Holly. Mais il se trouve que il n'est jamais aucun amour n'est créé de cette quête-là, en fait. Donc on n'est pas du tout dans le ressort de la comédie romantique. C'est vraiment quelque chose qui a été créé par Hollywood pour pouvoir être plus dans les codes de ce qui se faisait à l'époque, quoi.
Ouais, d'autant plus que tu dis, voilà, c'est quelqu'un d'un peu plus viril, etc. Bon, dans ce film-là, il est plus ou moins, mais quand on sait quel rôle il va, il va faire 20 ans plus tard, c'est assez drôle. C'est quand même Hannibal dans l'agence Touriste. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment ça. Il y a, c'est marrant comme le choix, l'évolution du choix du casting montre vers où le film a décidé d'aller plutôt que de Ouais. rester sur les traces du livre, quoi. Et toi, Florian, du côté donc du film, une découverte Alors c'est totale. ça, j'ai vu beaucoup, enfin j'ai vu quelques films de Blake Edwards, voilà, donc c'est quelqu'un qui a une grosse filmographie, mais je n'avais pas lu le roman de Truman Capote, donc c'est une expérience dite sans capote que j'ai eue, et je t'avais dit que j'y avais pensé. Bien Et, joué. du coup, en jugeant le film en tant que film, je trouve le film vraiment brillant. euh, Parce que c'est très... donc déjà, enfin, je trouve vraiment l'interprétation sublime, mais je trouve le film très moderne dans la caractérisation de Holly, Mm. et aussi lorsque les obstacles, et enfin lorsque voilà, les éléments perturbateurs de l'histoire vont arriver, c'est quelqu'un qui reste vraiment... euh, qui reste vraiment du côté de ces personnages de outsiders. Et alors c'est peut-être mon interprétation, mais je les trouve, je trouve le regard de Edwards en fait très bienveillant envers à la fois Oli et Paul Varjak. Et je pense que voilà, c'est une histoire d'outsider, et c'est vraiment la modernité du regard face vraiment à une société qui voilà, les jugerait comme des, voilà, soit des picassiettes, soit des gigolos, etc. Il y aurait un regard très dur, même patriarcal en fait, de ce type de personnage qui est absent tout simplement parce que le personnage principal masculin est, je crois que c'est ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, est un tout petit peu le miroir de Holly Mhm. dans un certain sens. Donc ça, je trouve ça, enfin voilà, c'est ça qui m'a vraiment frappé à la vision du film. Je trouve aussi que ça n'est pas ça part souvent dans tous les sens, mais ça n'est pas un film qui est vraiment, enfin qui est vraiment une pantalonnade de bout en bout. Je trouve Bah, ça il y a part dans tous les sens beaucoup. parce qu'en fait, c'est le sujet, en fait. C'est une vie qui part dans tous les sens. Enfin, ce sont des vies qui partent dans tous les sens, surtout celle de Holly, mais celle de Varjak aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure voilà, que c'était le miroir, c'est qu'en fait, on a vraiment deux vies qui vont dans tous les sens, mais qui finalement vont vers un même point. Et c'est vrai que là, Blake Edwards le montre bien, sans que ce soit illisible, incompréhensible, comme certains films qui disent regardez, ça va dans tous les sens, et finalement tu n'as rien vu, rien compris. Quoi. Ouais. Mais je suis pas forcément d'accord, parce que je pense que si c'était vraiment une pantalonnade, en fait, ça finirait en bordel généralisé, et en fait, Bah, pour comme moi, The Party. exactement. Et du coup, tu as voilà, une énorme scène de fête, voilà, telle que voilà, Blake Edwards allait la faire de manière XXL avec Peter Sellers dans The Party, en fait. Mais Ouais. là encore, The Party, un film enfin, ouais, qui est sorti en 68, mais qui est encore plus marqué par le cinéma de l'époque, et un côté très pop qui n'est pas forcément encore présent ici. Ouais. Donc en fait, Non. ce pourquoi en fait l'inconscient cinéphile connaît Blake Edwards, pour moi, il se retrouve pas forcément. Donc la raison pour laquelle je suis Et pas tant d'accord, mieux, parce que The Party, c'est qu'il j'aime le il film. réussit à aménager, pour moi, il réussit à aménager des moments qui sont beaucoup plus légers, Ouais. notamment en fait toute la période, enfin, notamment toute la séquence en fait à Tiffany's, en fait, qui est légère, qui sont des vrais moments de complicité. Il y a, enfin voilà, t'as aussi dans à ce moment-là, en fait, tu t'as pas forcément un jeu de séduction, c'est un tout petit peu à moitié platonique et tout, donc il y a vraiment un jeu, voilà, où ils essaient d'être voilà, deux gosses en fait dans un magasin Tiffany sans trop penser à l'avenir. Mais il y a aussi une grosse gestion des, euh,
une gestion en fait de la dramaturgie en fait et l'arrivée en fait du passé de Oli qui littéralement revient dans sa face à la fois non désirée et à la fois un tout petit peu la mélancolie du seul membre de la famille qui, à mon sens, qu'elle regrette d'avoir laissé tomber, d'avoir abandonné, tout simplement parce elle se trouvait pas et elle savait que sa place n'était pas à être, la femme au foyer, etc. Enfin, c'est-à-dire que voilà, tel que c'est expliqué, enfin tel que le véritable passé de Oli est expliqué, assez hardcore. Et encore une fois, la manière dont c'est amené, et parce que c'est une grosse partie du film, je pense, c'est vécu à travers le regard et le filtre et le côté de confident du personnage de Paul. Et parce que le personnage de Paul euh, est enfin c'est ça, c'est pas le séducteur, c'est pas forcément le macho, c'est pas exactement l'archétype qu'on aurait pu avoir. Enfin, c'est pas un Cary Grant, tu vois ce que je veux dire. Non. Donc, c'est une variation qui permet en fait d'avoir, enfin déjà que Oli se confie et que voilà les personnages secondaires arrivent à se confier à Paul et tout. Et c'est un filtre en fait qui est beaucoup plus bienveillant. C'est-à-dire que à aucun moment en fait Paul va lui dire ouais bon ben euh, arrête tes délires, arrête de suite, etc. Ou va se mettre en porte-à-faux de Holly en fait et de ses envies qui changent littéralement de séquence en séquence. Donc voilà, et je pense que c'est en ça, c'est vraiment un duo qui est très très bien assorti dans son anarchie et dans le fait que ce sont quelque part voilà deux paumés à New York dont la société juge qu'en fait ils vivent à leur crochet quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est en ça que c'est novateur pour moi. Mais c'est le genre de rythmique qui a été très très utilisé avant et par la suite dans la comédie romantique. Hein. Bon, quand Harry rencontre Sally, c'est aussi un peu ce genre-là de dynamique entre deux. Mais c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, il y a de la douceur, il y a de la gentillesse dans tout ce qui se passe. C'est pas forcément l'écriture classique de la comédie romantique, même si, comme tu le disais Olivier, le livre ne l'est pas forcément. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que là on a un côté un peu doux mais un peu légèrement amer par moment. C'est ce reste du livre. Enfin, je sais pas si tu peux le confirmer ou pas. Mais... Oui, oui, non, mais totalement. En fait, et je trouve que l'interprétation d'Audrey Hepburn va vraiment dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire qu'Audrey Hepburn, on a l'impression qu'elle dit des choses et son regard dit l'inverse. C'est-à-dire Ouais. que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et on a l'impression que Edward, il fait toujours en sorte de montrer une façade et que derrière, on comprenne que effectivement, il y a quelque chose de plus doux qui se joue, en fait, quelque chose de plus mélancolique chez elle, quelque chose dès qu'il y a une espèce de folie qui se dégage d'elle ou de son entourage, il y a quelque chose soit dans la réalisation, soit dans l'attitude de Dre Burn qui suggère que il y a quelque chose de plus profond qui se passe, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, notamment dans la scène de la fête, tout est fou dans la scène de la fête. Moi, c'est vraiment une scène que j'aime beaucoup, Ouais. sauf Audrey Hepburn quasiment. C'est-à-dire qu'elle est pas, elle est pas délirante, quoi. Audrey Hepburn là-dedans. Et Elle est elle plus a dans le quelque contrôle chose. et elle est plus en plus de ça ennuyée parce qu'il y a cet ami si on veut, qui débarque dans sa fête alors qu'elle n'avait pas forcément envie de l'avoir et on sent qu'elle est un peu dans un contrôle. Ouais, c'est ça. Ouais. On sent qu'il y a quelque chose derrière et ça, je trouve ça vraiment assez beau. Il y a effectivement la scène à Tiffany's qui est très jolie et qui ramène de la légèreté. Et voilà, il y a le moment où elle est où elle passe devant la vitrine
et que la scène en fait est filmée depuis l'intérieur de la vitrine et on la voit de l'autre côté la- de la vitre en train de regarder les objets qui sont exposés. Hmm. Et, euh, et voilà, rien qu'en un seul plan, en fait, on a compris que le film était était un film sur, sur une, on va dire sur un transfuge de classe qui n'aura jamais lieu. Et que elle a beau vouloir faire partie d'un monde, C'est ça. elle restera toujours à l'extérieur. Et en fait, comme disait Florian, elle est beaucoup plus enclin à vivre avec des gens comme cet écrivain Paul Verjac, plus qu'avec les gens qu'elle fréquente en fait de tous les jours. Donc, elle va être plus amenée à se confier, à être plus amenée à être elle-même avec un personnage comme ça qu'avec les gens qu'elle fréquente, qui sont en plus euh, censés être l'élite du pays, mais qui en fait sont d'une superficialité qui est sans nom, quoi. Donc, Hmm. Et puis cette histoire de regard dont tu parlais, je pense qu'il y a une scène où on le voit extrêmement bien, c'est quand Varjak vient lui dire le mot que son mari lui a demandé de passer, et qu'il l'appelle juste Irma. Donc il l'appelle par son vrai prénom. Et là on voit vraiment le visage et le regard qui exprime vraiment toute comment dire, cette faiblesse, ouais. ce faux semblant. En fait, là d'un coup il y a le côté bling bling de ces belles robes, de ces beaux chapeaux, de tous ces trucs là qui d'un coup hop s'écroulent. Ouais, Et elle redevient la provinciale. ouais, et là elle est ouais, je trouve ce moment toujours très très En, beau en fait. en fait, c'est un personnage qui est très fort, qui est très indépendant, qui se débrouille, qui est malin, enfin voilà, et qui en même temps est plein de faiblesses, quoi. Et c'est des faiblesses qu'elle n'arrive pas à cacher. Euh, et en fait, c'est ce mélange de tout ça qui fait que, et je pense qu'avec une autre actrice qu'Audrey Hepburn, je suis pas sûr qu'on aurait eu Non. ce sentiment-là, quoi. Elle est capable de le faire avec très peu de choses. Euh, et, euh, moi, j'adore Audrey Hepburn hein, à la base. J'ai vu énormément de films avec elle. Et je trouve que c'est peut-être celui où elle donne les plus belles choses. Et c'est pas peu dire parce que vraiment, je trouve que c'est une actrice remarquable. Mais je trouve qu'il y a une palette de jeux qui donne vraiment une couleur au film qui Mm. couplé avec la réalisation de Blake Edwards, donne quelque chose d'assez d'assez étonnant quoi, entre le burlesque et le mélancolique. C'est vraiment un équilibre qui est hyper dur à tenir, qui peut s'effondrer à tout moment et en fait ça tient. Et même le personnage du japonais qui aurait pu faire basculer d'un truc à l'autre, euh, finalement, même ça arrive pas à réduire la magie de, de ce réalisateur qui trouve en cette actrice un total moyen d'expression, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose qui moi me plaît toujours beaucoup avec ce film et qui me surprend, surtout que c'est un film voilà, des années 60. Je dis pas qu'il y a rien qui n'avait été fait du côté cinématographie, photographie, etc. Mais il y a des plans qu'on ne s'attend pas forcément quand il rentre complètement en dessous. Cette vue du dessus dans la cage d'escalier est vraiment drôle et belle niveau image. Déjà rien que l'ouverture du film, où on la voit dans ces rues. C'est peut-être aussi la restauration qui a aidé, mais je pense que de base, c'était aussi beau. Mais les lumières, les couleurs sont belles et la composition, en fait, elle est à chaque fois nickel. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. En fait, ça crée, moi j'ai eu vraiment ce sentiment-là, c'est d'avoir une espèce avec le fait que ce soit tourné en studio et tout ça participe aussi à avoir
un espèce de sentiment d'irréalité en fait. Ouais, Et il y a, les faux semblants, ouais. ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est un film sur les faux semblants, c'est-à-dire que chacun s'invente. Lui, il se pense écrivain, mais il est gigolo. Elle pense qu'elle doit appartenir à la jet set new-yorkaise, mais c'est une provinciale. Et en fait, tout l'univers qui est autour d'eux est fake. Et en fait, tout- en fait, il y a quelque chose de, finalement, de tous ces gens qui cachent des choses. Il y a quelque chose d'assez joli qui se dégage de ça, quoi. Comme disait Florian, c'est la beauté des, c'est la beauté des losers, quoi. Alors, le truc, c'est ça, je reprends ce que tu dis, la beauté des losers, enfin, telle que la société, et même Oui, lorsque la première scène, lorsque Holly rentre dans l'appartement, tu as de suite, voilà, tout en haut de l'escalier, tu as cette espèce de plan sur le voisin qui le toise. Et en fait, c'est synonyme en fait de ce regard, c'est ouais, encore une fêtarde socialite qui rentre à pas d'heure. Je trouve pas que c'est un film sur les faux semblants. Je pense qu'en fait, ça serait un film sur les faux semblants dès le moment où il y avait un enjeu où ils voulaient potentiellement rouler le monde, enfin rouler leur monde. C'est le cas vers le final, en fait, lorsque elle souhaite partir à Rio. Mais dans le fait, je pense surtout que c'est un film de caméléons et de gens qui manufacturent leur propre réalité et qui s'aménagent en fait leur propre réalité. C'est-à-dire que le gros truc, et c'est pour ça que je trouve le film brillant, c'est que toute la première scène où Jack visite, visite Paul visite l'appartement de Holly un tout petit peu contraint et forcé, on sait que voilà, l'appartement est totalement en bordel, mais tous les lieux en fait, enfin tous les lieux en fait, les deux appartements de Paul et Holly, Blake Edwards va sans cesse nous signifier qu'il cherche à exploser le cadre en fait. C'est-à-dire que Holly, dès le départ, elle dit ouais, bon, j'y tiens pas cet appartement, je vais me barrer. Et donc, vers la fin, donc peu de temps après, tu as la fameuse scène de la fête où en gros, tu as 50 personnes qui viennent mettre le bordel. À la fin, tu as l'appartement qui est repeint aux couleurs de Rio. C'est vraiment tout et n'importe quoi, mais en fait, les lieux et surtout la décoration intérieure, en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout important. C'est pas le lieu du film. C'est justement fait pour dire, en fait, c'est voilà, juste mon pied à terre, mais un tout petit peu comme mon existence, en fait, je souhaite en sortir le plus vite et y compris y foutre le bordel et le foutre en bordel avant de me barrer. Et c'est un tout petit peu ce qui se passe dans le final du film. Et donc il y a tout ce jeu en fait sur le décor et sur les intérieurs que moi j'ai commencé à le déceler au fur et à mesure du film et je trouve ça absolument brillant. Ouais, 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 bah oui, oui. Et puis il y a la fameuse scène dont tu disais, voilà, mettre le bazar, c'est plus que le bazar, hein, c'est de la destruction. C'est aussi une belle image qui appuie tout ça. Moi, je reste quand même un peu sur... Voilà, je vois ce que tu veux dire, j'y accède, mais en même temps, il y a un côté quand même de... Le faux semblant, toi, c'est un terme qui m'est revenu quand même beaucoup plus souvent. C'est ce truc de... Voilà, de miroir déformant, encore une fois. C'est ce qu'on a envie l'image qu'on a envie de projeter aux personnes. Et ben justement, c'est pour ça que, enfin, après, encore une fois, je ne fais qu'interpréter moi-même, mais dans cette scène où elle brise tout par rapport à ce qui est arrivé, ben, le dernier truc qui est brisé, c'est un miroir. Et bien brisé d'ailleurs. Voilà. Donc, toi, je sais pas, j'y ai vu. Ouais, des métaphores là-dedans. Après, peut-être qu'on pourrait me dire, bah non, absolument pas, t'es complètement con. Mais voilà, pour l'avoir revu, et ouais, c'est de ça dont j'en ressors. Et puis,
Ça me fait penser aussi que... En fait, moi j'ai Ouais, l'impression que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que c'est des gens qui essayent d'être des caméléons dans le milieu dans lequel ils évoluent, sauf qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Et donc, en fait, pour arriver à être des caméléons, ils sont obligés de s'inventer une vie, s'inventer une vie, s'inventer une vie. Sauf que, en fait, la réalité, elle les fait toujours revenir à eux ouais. et à ce qu'ils sont, quoi. Et enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est des gens ouais, qui veulent changer de classe sociale et qui n'y arrivent pas. Qui n'y Mais arrivent c'est... pas malgré tous leurs efforts pour paraître être comme le milieu dans lequel ils veulent évoluer, quoi. Même si c'est pas lui qui est à l'écriture ici, c'est quand même un thème que Blake Edwards a pas mal travaillé. Il y a Victor Victoria, par exemple, qui est un de Ouais. ces films où là, c'était aussi ce genre-là. On a, comment c'est encore, c'est Boire et déboire, avec Bruce Willis et Kim Basinger, où c'est aussi un peu dans ce style. Il y a voilà, des trucs dans sa filmographie, et ce parti, en fait, dont on a parlé tout à l'heure, justement, avec ce gars justement très sur l'image hollywoodienne. J'ai l'impression qu'il y a voilà, une thématique. Est-ce que c'est lié ou pas? Ça, j'en sais rien du tout, mais effectivement, c'est pas étonnant venant de lui, et je pense qu'il a, même si c'est un de ses premiers gros succès, je pense qu'il a déjà magnifié en fait cette lecture-là dans ce film-là. Il va le réutiliser, il va le revoir autrement, mais ouais, dans cette lecture-là, pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Le truc, c'est que, enfin, justement, je regardais l'affiche donc qui est affichée Oui, que je sur le trouve. chat alors voilà, qu'on est en train de parler. Le, la chose, en fait, c'est que même malgré les faux semblants, en fait, enfin, ce qui me frappe toujours beaucoup, c'est que voilà, c'est un film enfin, c'est un film qui est très classe et ça tient à ce que dégage à la fois Audrey Hepburn, l'actrice, à la fois donc les tenues donc quasiment entièrement du Givenchy, Oui, le voilà son goût en fait pour le luxe et pour Tiffany's, et quelque part la mythologie de Holly Golightly, c'est ce qui reste dans l'inconscient cinéphile. Donc c'est quelque part en fait la mythologie, peut-être Paul Varjak va rester un écrivain raté, mais en fait le temps d'un film ou le temps des deux tiers du film jusqu'à ce que du coup Holly se fasse rattraper en fait par ses plans foireux, la mythologie Holly Golightly fonctionne en fait à la fois dans la trame et aussi sur le public. ouais, 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 effectivement. Ça, je vois pas quoi ajouter là-dessus. La fiche dont tu parles, c'est un truc que j'ai trouvé sur Etsy. Donc c'est une création, il faudrait que je retrouve le nom de la personne. Parce que je la trouve aussi très belle, assez simple. Et puis surtout, ben, il y a ce fameux chat qui n'a pas de nom, qui est là très souvent, qui est, selon moi aussi, le rappel de son passé. Son passé est plus simple, en fait, son passé, et qui va être tellement présent et puissante pour elle, que ça en sera même une scène assez déchirante sous cette pluie, où ben voilà, tout ce qui compte encore là, finalement c'est plus que ce chat. Elle a pas envie de le perdre, parce que globalement c'est un des éléments qui permet de garder les pieds un peu sur terre dans toute cette folie là. Et ça, alors ce qui m'a fait doucement marrer en fait lorsque justement le chat joue un rôle assez important dans le final, c'est ça répond aux impératifs des scénarios hollywoodiens de sauver le chat Oui, avec bah tous oui, les il save j'ai the pas cat. pu m'empêcher, voilà, save the cat. Et on revient là-dedans et je me dis, est-ce que... Et en fait, la réponse, c'est oui. Donc il y a aussi, ça rejoint un tout petit peu. Quelque part, c'est assez, bon, c'est assez crève-cœur à le dire, mais en fait, je trouve la fin relativement
conventionnel par rapport à ce qui est venu auparavant. Donc c'est un semi-bémol. Après, je trouve quand même, bon voilà, la fin, le point de conclusion logique. Enfin, je vais pas détester, voilà, la conclusion de Breakfast at Tiffany's, voilà. Mais c'est vrai que il y a quelque part le film, en même temps que les personnages, rejoignent les conventions du film hollywoodien. Et je voulais rajouter que justement, la sortie du film s'est faite en 61. J'ai fait quelques podcasts et j'ai bossé un tout petit peu sur la Paramount. Sur la Paramount en fait, et un tout petit peu les changements de propriétaires. La Paramount est, bon, ils ont été repris par Skydance, mais ils ont énormément changé de propriétaire, et surtout à la fin des années 50 et et au début des années 60, ils sont vraiment en bout de course. Ils sont présents dans plusieurs pays, mais ils font que voilà, des recettes totalement éculées, de comédie musicale avec Bing Crosby, des choses comme ça. Et Breakfast at Tiffany's, en fait, c'est limite une erreur, parce que, en gros, c'est un film hollywoodien super classe, super dans son époque, euh, euh, avec un tout petit peu voilà, enfin, pas les reliques, mais un tout petit peu la projection du luxe du vieil Hollywood, en fait, avec voilà, toutes les stars de la MGM des années 30. Donc ce que renvoie un tout petit peu le personnage de Hollywood Golightly. Mais Breakfast at Tiffany's, en fait, c'est vraiment une anomalie dans ce qui est sorti par la Paramount dans ces années-là. Parce que Hollywood, c'est un vieil Hollywood qui est vraiment en fin de course, en fait, et qui sait plus trop quoi raconter. Et voilà, et donc là, c'est limite en ovni par rapport à ce qui est, à ce qui est produit à cette époque. Et c'est vachement intéressant que quelque part, la fin enfin, les faire remettre sur les rails quelque part d'un film de studio, en fait. Si tu y réfléchis, tu as enfin voilà quoi, toutes les balises feel good, en fait, de la conclusion d'un film hollywoodien tel qu'on peut l'attendre. Hmm. Alors que ce qui vient auparavant est tout sauf ça. Ouais. Bah, Je voudrais juste, si ouais, tu me vas-y. permets, parce qu'on a utilisé donc le Save the Cat, peut-être que certaines personnes ne connaissent pas en fait cette construction-là, ce tempo-là. Je vais essayer de le résumer un peu, parce qu'il y a toute une série de livres aussi maintenant dessus, il y a des softwares, etc. Enfin, il y a pas mal de choses, mais globalement, c'est une construction très hollywoodienne qui nous parle en fait de l'image d'ouverture, on en a parlé, donc Holly avec son café et son croissant, le thème qui est mis en place. Très vite, on a le point de catalysation, puis ensuite on a le deuxième acte, on a un point d'entre-deux qui ici est globalement le retour de son mari, puis on part du côté de tout est perdu, voilà, ça c'est vraiment le classique, et qui nous amène vers un acte suivant qui va essayer de résoudre le tout et nous donner le final qui en général est justement qu'on a sauvé le chat, donc on a résolu tous les problèmes possibles, tout est bien qui finit bien. Voilà, j'ai essayé de résumer ça, de condenser ça. Voilà. Olivier. Ouais. Et pour moi, c'est effectivement aussi une petite faiblesse du film, mais qui est régie par des impératifs qui sont, à mon avis, hors de contrôle des créateurs. Et c'est dommage parce que justement, en fait, alors, spoiler, c'est une vraie grosse différence avec le livre, puisque dans le livre, elle se casse au Brésil et plus personne ne la revoit. Et donc le narrateur n'a plus aucune nouvelle, elle a même pas essayé de le joindre ou quoi que ce soit. Elle se, elle se barre et en fait, lui retrouve le chat. Et donc il ne lui reste plus que le chat pour lui rappeler. Donc en fait, il save the cat, mais il save pas du tout son amour. Donc c'est et, euh, et je trouve qu'il y avait il y a quelque chose de très beau là-dedans parce que du coup, ça reste en fait tout le film, tout le livre, pardon. euh,
c'est là où il y a une vraie différence avec le film, c'est qu'en fait la présence d'Oli dans le livre, c'est à la fois quelque chose euh, qui rassure le narrateur, qui le fascine, mais c'est aussi une présence un peu fantomatique. C'est qui disparaît, qui réapparaît, qui est un, qui est impossible à toucher, qui est impossible. Et d'ailleurs, dans le film, ils couchent ensemble. Dans le livre, ça n'est jamais le cas. Il y a quelque chose vraiment impossible à toucher. Et en fait, le livre va au bout de ça. Et comme disait Florian, en fait, si on avait voulu aller au bout du processus tel que le film euh, le, le- le donnait, il aurait fallu qu'il ne se retrouve pas, en fait. Euh, Parce que c'est un amour impossible. Et, euh, et d'ailleurs, moi, à la fin du film, je me suis dit, j'essayais un petit peu d'imaginer ce qui allait se passer derrière. C'est-à-dire que c'est quasiment, est-ce qu'un tel personnage va accepter de vivre pauvre, mais heureuse? C'est quasiment impossible. Enfin, quand on a tout le développement avant de ce personnage-là, on peut pas imaginer une seconde qu'elle puisse se satisfaire à un moment donné de rester dans cette condition. Et même si elle est plus heureuse comme ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre de son instinct, de ce qu'elle est devenue. Et donc je me dis, oui, très bien, on a cette image de fin qui est très jolie, qui est très hollywoodienne, qui est très... il y a la pluie, tout ça, c'est très... mais en même temps, moi derrière, je vois le divorce, quoi. Enfin, je, je me dis, il y a quand même un truc. Et je pense que Edwards l'avait en tête aussi, hein. C'est-à-dire Mhm. il est assez malin parce que je pense que cette pluie qui fait intervenir, elle est de mauvais augure en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que ce couple tienne. Donc ils s'embrassent, mais ils le font sous la pluie. Ils le font par mauvais temps. Ils sont pas sous le soleil. Ils sont pas sur. Et, euh, et je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez amer derrière parce que moi vraiment c'est le premier truc auquel j'ai pensé, tu vois, bizarrement, c'est que j'ai pensé au divorce, tu vois. Je me suis dit c'est un couple qui peut pas tenir. C'est au premier milliardaire qui va réussir à séduire, elle va se barrer avec, c'est évident. Donc c'est moi il y a Oui, je vois, oui, effectivement, c'est... je suis à la fois partagé par le fait que le schéma hollywoodien a pris le dessus et c'est dommage. Et en même temps, je me dis que Edwards, il a réussi, par sa mise en scène, par son truc, à mettre un petit, par mettre un petit grain de sable qui vient notamment avec cette pluie, qui vient un petit peu enrayer un petit peu les rouages hollywoodiens. Donc voilà, je suis à la fois euh, un, un petit peu dubitatif sur cette fin et en même temps je me dis Mais, elle est pas si mal que ça. ouais, en fait, ça dépend comment tu vas chercher. Effectivement, tu peux t'arrêter sur le côté très romantique de ce qui est montré. Hein, voilà, le baiser, la pluie, etc. C'est le truc, ce sont des tropes qu'on connaît bien. Mais après, voilà, est-ce que tu as envie de dire, bah tiens, j'espère qu'ils vont vivre heureux, ou effectivement, est-ce que la pluie signifie quelque chose? Et c'est vrai que la pluie, euh, ça donne un côté un peu de spleen, en fait, à tout ça, de l'incertitude, en fait. Tu vois, la pluie, elle peut tomber à tout moment, on ne sait pas, elle peut tout effacer. Donc c'est vrai que cette lecture-là, bah, je peux y adhérer aussi, même si je préfère voir le côté positif, surtout en ce moment. Mais ouais, il y Après, a... enfin, tu vois, il y a un autre paramètre à prendre en compte aussi. C'est-à-dire que si elle part au Brésil, à la base, c'était pour se marier avec un Non, mais riche Brésilien. ça reste encore comme le fait Mais, qu'il y a la course, ça reste une fuite. À mais chaque par fois, elle contre, fuit toujours. elle, elle- elle finit par être obligée de partir au Brésil parce qu'elle est recherchée par la police. Parce que, Oui. et du coup, tu te dis, bah ouais, mais elle reste. Mais du coup, Mais c'est, en fait, elle va se faire, elle va se faire pécho. Tu vois, non, mais donc c'est vrai ça va être aussi. compliqué. C'est vrai aussi, il y a ce côté de
de liberté, cette fuite, le fait que elle aille dans une prison pour parler à un prisonnier qui est aussi le côté, voilà, l'inverse de la liberté, le côté d'essayer de faire fuiter des trucs. Il y a toujours ce côté de fuite-là. Et puis, il y a aussi un point qu'on a dit au départ, mais qui, quand on écoute un peu les paroles, Moon River, c'est clairement sur l'histoire d'un homme qui voit sa petite amie s'en aller. Oui, oui. Donc... Mais... Et en plus, enfin, moi je trouve, c'est là où je trouve la cohérence du livre plus intéressante, c'est que elle l'a déjà fait, se barrer et changer de vie. Donc c'est quelqu'un qui est, c'est quelqu'un qui est capable de le faire et et qui a a suffisamment de courage pour le refaire et le refaire. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que dans le livre, c'est que c'est vraiment, elle se barre et qu'elle donne zéro nouvelle. Et elle reproduit exactement le même schéma que ce qu'elle a fait des années auparavant, quand elle s'est barrée de chez son mari. Et, euh, et en fait, ouais, du coup, je trouve que sur ça, le film manque un petit peu de cohérence, quoi. Il aurait fallu. En fait, c'est parce que t'as lu le livre et que c'était clair et net qu'elle partait, alors qu'ici, il manque le côté un peu, on va dire, un peu définitif, clair et évident de cette nouvelle fuite. Voilà. Ouais. C'est pas après, enfin, c'est assez intéressant tout ce que vous dites parce que je l'ai pas forcément vécu comme une fin ouverte ou une fin mélancolique. Donc voilà, ce qui prouve que j'ai peut-être pas Ah assez pondéré la fin. Mais c'est surtout que c'est la trajectoire des personnages, en fait, c'est des personnages dont le futur n'est absolument pas assuré, même l'inverse. Mais c'est des personnages, en fait, qui permettent, enfin, qui veulent vivre, on va dire, le présent aussi intensément que possible. Et donc, il y a un côté très, très épicurien dans la mhm. trajectoire de Holly qui est très, 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 enfin, pour moi, qui est limite instinctif, en fait. C'est-à-dire, il y a Ah, plein mais de... totalement instinctive. qui est totalement, voilà, qui est totalement Elle instinctif. elle se rend jamais compte de l'heure qu'il est, ni du jour. Elle va se dire, ah oui, oui, si je me rends compte qu'on est ce jour-là, alors qu'on est jeudi. Et voilà, il y a toujours ce côté, un rapport au temps, comme quand elle lui dit, il est déjà 4 heures, et au moment où elle se rend compte de l'heure qu'il est, c'est là où elle veut s'endormir. Mais C'est de l'instinct. et il y a quelque chose, justement, tu parlais justement de la sous-intrigue, en fait, du plan foireux, en fait, avec avec le mafieux Tomato. avec Tomato, exactement, donc le mafieux qui est un gros trope. Donc voilà, ça c'est fait pour être pris à la rigolade, mais la fin du film et notamment la lucidité de ce qu'explique Holly lorsqu'elle sort du commissariat, voilà, pour moi renforce le fait que malgré tout l'instinct, en fait, la mythologie de Holly Golightly qu'elle se fabrique elle-même, Hmm. il y a aussi euh, l'autodéfense, en fait, de l'ingénu. Donc elle se sert, on va dire, de son caractère ingénu étourdi que, on va dire, la société patriarcale veut lui prêter pour, on va dire, potentiellement se sortir ou être acquittée de ça. C'est-à-dire que, oui, clairement, elle ne comprenait pas les messages codés. Bonne chance aux avocats pour prouver que ça n'est pas l'ingénu. Alors que, bon, voilà, même le fait qu'elle explique elle-même dit elle était participative depuis le départ. Donc, il y a il y a énormément d'intelligence à la fois dans la construction du personnage, mais aussi dans les multiples scènes qui nous rappellent que voilà, c'est un personnage avec beaucoup plus de facettes que la socialite au plan foireux qui ne pense qu'à aller voir les diamants à Tiffany's. Hmm. Donc c'est ça, il y a un travail
assez époustouflant de caractérisation des personnages, quoi. Ouais, ouais, effectivement, je pense que j'ai rien encore une fois à ajouter là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un film qui, le fait de l'avoir revu, en fait, je pense que je l'ai vu encore différemment d'avant, parce que quand je l'avais vu il y a pas mal d'années, pour moi c'était une très très bonne, mais une comédie romantique, voilà, je les aime, forcément je vais pas aller chercher plus derrière, dans la lecture. Bon, ici, le fait de le faire dans un podcast, forcément, ça m'y force un tout petit peu, et c'était pas inintéressant d'aller chercher un peu plus de lecture, en fait, là-dedans. Et puis, le fait que tu aies parlé du livre, je pense que ça a aussi une influence sur la façon dont j'avais de le voir, et je pense que tu as dû, en fait, clairement, même de façon inconsciente, avoir cette influence-là, comme tu le dis, par rapport à la fin. C'est pas la même fin, donc il y a un truc qui coince, mais tu arrives quand même à essayer de lire, toi, Olivier, derrière, dire, bah oui, en fait, peut-être que derrière, en fait, c'est le divorce, peut-être que derrière, il y a ça. Il y a aussi des choses qui, moi, m'avaient moins marqué et qui m'ont vraiment très, très fort marqué, c'est surtout vers la fin, ce que disait Verjak par rapport au fait, mais moi, je t'aime, donc en fait, tu m'appartiens. Ça, c'est. Alors qu'en fait, depuis le début, on parle de liberté, d'un électron libre. Et là, l'amour, ça veut dire appartenir à quelqu'un. Alors qu'elle vient de fuir ça à nouveau et qu'il l'a aidé à fuir ça avec son mari qui l'avait épousée très jeune. Et de là, moi aussi, j'ai lu peut-être un truc, c'est que comme elle était très jeune, le film s'appelle Breakfast at Tiffany's, parce que bon, le diamant sur canapé, alors là. Bon, Moi, je trouve très. Alors, c'est ce que je voulais rajouter, j'attendais la fin. Je trouve le titre VF vraiment, vraiment très bien. Oui, mais moi, je vais te classe. dire pourquoi, en fait. Oui, il est classe, mais par rapport à la signification que le Breakfast at Tiffany's a, c'est le breakfast, c'est vraiment le côté c'est le truc le plus tôt. Toi, le fait que ce soit tôt dans sa vie, dans plein plein de choses, en fait. Il y a le côté un peu, voilà, c'est le premier truc que tu fais, le truc le plus basique, et à opposer, en fait, à quelque chose de très glorieux, de très prestigieux, en fait. Toi, le breakfast, le petit-déj et le magasin, pour moi, c'est aussi deux trucs qui sont un peu limite en oxymore, en fait. Hmm. Mais oui, pas de diamant sur canapé, oui, ça ne cache pas vraiment l'histoire ou ce que ça veut raconter, mais après, ça aurait été super compliqué de faire quelque chose qui marche bien en français, hein. Parce que Tiffany's, il n'y en a pas chez nous. Franchement, je préfère des titres VF de cet acabit-là que Ah oui. beaucoup, beaucoup d'autres films, en fait. Donc, je pense que ça Genre travaille pas la fort. pizzeria en révolte pour le film de Spike Lee, là, c'est lequel encore Do the Right Thing. Do the Right Thing, oui. Ouais, c'était la pizzeria en folie ou quelque chose de ça, je sais plus, en révolte. Ah La ouais? pizzeria Moi, j'ai en jamais révolte. entendu. Si. J'ai jamais entendu le titre français de ça. Mais Bah, enfin, le seul truc où ça peut induire en erreur, c'est voilà, diamant sur canapé, ça se rapproche les diamants sont éternels, donc de Bond, et donc le fait d'avoir des diamants, on ouais. penserait que ça serait un film d'espionnage pour quelqu'un qui ne connaît pas. Mais à vrai dire, diamant sur canapé, je pense que ça illustre très très bien en fait on va dire l'élégance du personnage principal. Après, ça dépend Donc, ça dépend quel canapé. Est-ce que c'est le meuble ou est-ce que c'est les petits fours? Parce que là, à ce moment-là, non, on est aussi. Oli trouve son confort dans la luxure, diamant sur canapé. Ouais, mais après, moi, j'essaie de toujours retrouver par rapport à la signification que moi j'y ai vu avec le breakfast et toi, le côté basique et prestigieux. Ben, un petit canapé à manger, c'est aussi basique et voilà, puis les diamants, c'est prestigieux, toi, ça. Mais effectivement, le fait que tu le vois aussi comme ça, oui, ça reste dans le thème, mais ouais, j'ai toujours quand même eu du mal avec diamant sur canapé. Toi, ça fait, on sent le côté un peu parce que je le sais, avec Marilyn Monroe. Voilà, Diamonds are the girl's best friend. Tu vois, ce côté-là de l'époque aussi, je sais pas, Ouais. il y avait un truc un peu spécial. Ah ouais, surtout que moi je trouve que ce titre-là anglais est assez joli parce que moi, avant de lire le livre, avant de voir le film,
je me suis toujours demandé, surtout quand j'étais petit, que je connaissais pas Tiffany's. Il y avait vraiment Tu pensais je que me c'était demande. un restaurant. Je, en fait, je comprenais pas comment on pouvait faire un film sur un petit déjeuner, quoi. Enfin, tu vois, et en fait, j'ai lu le livre d'abord, et c'est peut-être une phrase dans le livre. Et moi, j'aime Oui, c'est beaucoup. ça. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce genre de. Alors, je sais plus la figure de style où c'est un détail pour le tout. Genre, je sais plus si c'est la métonymie ou la synecdoque ou je les confonds toutes. Il y a beaucoup de figures de style de ce type-là et je les mélange toutes, mais vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi. Je trouve que ce petit détail parce qu'en fait, en gros, je sais pas si c'est expliqué vraiment dans le film, j'ai pas souvenir de ça, mais dans le livre, elle explique qu'en fait, les seuls moments où elle arrive à se calmer, c'est quand elle prend un petit déjeuner à Tiffany's. Ouais. C'est la seule évocation du truc. Il n'y a pas du tout, par exemple, toute la scène de la Tiffany's du film n'existe pas dans le livre. Et vraiment, je trouve que utiliser juste ce petit détail euh, pour, euh, pour dire le tout, je trouve ça vraiment très joli parce que ça résume, c'est vraiment un petit détail qui résume vraiment toute la personnalité d'Oli Ouais. et qui tout d'un coup arrive à calmer ses nerfs en étant dans l'environnement dans lequel elle aimerait évoluer continuellement, quoi. Et dans ce calme, dans ce qui est pour elle le, le, le synonyme de la réussite et de la volupté, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment un très très joli titre. Et je m'attendais pas du tout à ce qui s'exprime sous cette forme dans l'histoire, quoi. Hmm. J'ai été Et vérifié pour si c'est effectivement la synecdoque. C'est le cas. Et c'est ça. alors, métonymie, c'est un synonyme de synecdoque. Donc, en fait, Ah oui, donc c'est pour ça que je les confonds toujours. c'est parce que c'est la même chose. Mais oui, c'est la figure rhétorique qui consiste à prendre le plus pour le moins, la partie pour le tout. Donc, exemple, un voile pour un navire. C'est ça, Voilà. exactement. Donc, Vraiment, ça fait partie des figures de style que j'aime le plus. ouais. Et que j'étais très content de découvrir que ce titre en était une. Voilà. Comme ça, vous saurez aussi que métonymie, finalement, c'est un synonyme. Ça m'évitera de me planter à chaque fois. Et c'est quand même, ça fait quand même un effet miroir bizarre entre moi qui parle d'une chaîne YouTube qui fait des scènes de films avec des paix, et on arrive à ça à la fin. Comme quoi. Nous sommes multitâches. Oui. Donc ben voilà, je pense qu'on a fait le tour du film. J'espère qu'on n'a pas non plus trop divulgaché de choses, hein. On a Quand même un peu. quand même un peu, mais je pense pas qu'on ait gâché le fait de la découverte, parce qu'en fait, l'histoire en elle-même, elle est intéressante, mais c'est la façon dont c'est joué, la façon dont c'est raconté, et Ouais. le rythme de tout ça. Je pense qu'il y a un côté bonbon au film qui, de toute façon, même si on sait ce qui se passe, même si on sait euh, rien que de découvrir ces personnages, on n'en a pas tant parlé que ça de ces personnages. Enfin, on en a parlé d'une certaine manière, mais il y a plein de choses à découvrir encore Oui, sur ces il y a, personnages, quoi. c'est ça, Ils sont tellement riches que et d'autres personnages, d'autres scènes, c'est ça, effectivement. ça fourmille parce que là, enfin, ce qui est génial, c'est dans la scène de la fête, là, qui est quand même un tour de force, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de cette scène-là, mais Mais elle est drôle. pour moi, c'est un tour de force qui est incroyable. C'est-à-dire je sais pas, il y a 60 personnes dans ce petit appart-là. C'est un bordel. Et on arrive à tout suivre. C'est d'une fluidité incroyable, quoi. Et pourtant, ils sont tous bourrés. Pourtant, ils sont tous À faire et n'importe quoi, et des à choses faire n'importe absolument quoi. Et ce que j'aime aussi, c'est la impossibles. progression. C'est-à-dire que au départ, ils sont 4 ou 5 dans l'appartement. Ouais. Donc ça fait vraiment une petite partie, petite boom et au fur et à mesure, en fait, l'appartement se remplit. Donc il y a des coupes, des ellipses. Et tout d'un coup, l'appartement est un peu plus rempli. Et puis encore un peu plus rempli. Et puis encore un peu plus. Et tu te Jusqu'à dis, la putain, salle de bain. c'est... Et là, tu te dis, mais ça va s'arrêter quand? Et malgré tout,
il arrive à garder une fluidité dans sa réalisation et Et dans puis, son montage et dans son et il y a truc. des détails dans tout. Si vous regardez chaque figurant, il y a un truc qui se passe en même temps. Mais oui, et puis même chaque personne de cette fête Mm. semble caractérisée. C'est Ouais, ça qui est fou, quoi. c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a plein de second rôles, plein de trucs comme ça, On et arrive à on les comprendre. voit Ouais. en très peu de temps. On les voit à l'image, on se dit, ah Mm. tiens, lui il est comme ça, tiens, lui il est comme ça. Et je trouve. Donc voilà, donc c'est pour ça que, oui, on a dit un petit peu ce qui se passait et tout, mais en fait, il y a tellement de choses à découvrir Puis dans le film. c'est un truc vraiment qui se ressent en fait. Vraiment dedans. Parce que Ouais. tu utilisais le terme de bonbon. Moi j'aurais été du côté du doudou. Mais en fait, globalement, ça va être un peu synonyme. Bon, c'est un film que voilà, j'ai revu pour le podcast, mais je l'ai revu donc 2 fois. Donc, comme je le fais, j'essaie de le faire quand je peux en VO et en VF. Sachant que moi, le film, je le connaissais surtout en VF. Bah voilà, historiquement, voilà, en VF. Donc, redécouvert, et même plutôt découvert, je pense, en VO. Mais voilà, aujourd'hui, pendant que je travaillais, il était en fond en train de tourner. Et pour me ramener la musicalité, en fait, de tout ce qui se passait. Et ouais, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, la restauration qui a eu lieu, je sais pas il y a combien d'années, mais en tout cas, dans la version Blu-ray, elle est juste magnifique. Le film, vraiment, en ressort encore plus De toute éclatant, façon, quoi. toutes les restaurations de tous les films des années 50-60, tous les films en Technicolor, là, L'avantage de la les- pellicule, hein. ouais, et puis surtout, on retrouve les couleurs du Technicolor qui était quand même. Enfin, pour moi, c'est vraiment la quintessence du cinéma. Dès que je vois un film en Technicolor, j'ai les yeux qui se réjouissent, quoi. C'est Donc, ça, c'est l'effet que font ces films-là de cette époque-là. C'est vraiment le côté où, ouais, c'est doux en fait à regarder par rapport au côté très très froid du numérique par la suite, quoi. Il y a une chaleur ouais. qui a plus ou qu'on n'essaie plus de faire forcément Et, transparaître. et Pourtant qui qu'on est, peut. qui est assez intéressante parce qu'elle permet justement le contraste entre la chaleur de l'image et la mélancolie des personnages ou du propos ou des Ouais, trucs. Et de jouer comme ça sur plusieurs tableaux en même temps, c'est ouais, quelque c'est chose de clair. très beau là-dedans. Puis il y a un côté irréel aussi. Moi j'aime bien. Enfin, si je vais au cinéma, Ouais, c'est le côté un peu rêve, hein. c'est aussi pour voir ouais, c'est vraiment toute la partie rêve d'Hollywood que, que j'aime beaucoup. Mais ça m'a fait penser vraiment cette image-là. Bon, il y a pas mal de films comme ça qui pourraient y faire penser, mais dernièrement, j'avais vu The Odd Couple, donc drôle de couple, voilà, avec Jack Lemmon. Jack Lemmon et Martin Landau, quand j'avais vu dans l'avion. Mais il y a ce côté de décor qui est absolument génial, ça fourmille de partout en fait. Il y a des détails partout que tu vois qui sont lisibles. Et les lumières ne sont pas là au hasard. Et franchement, je ressens ça ici avec ce film-là aussi beaucoup. Le seul bémol qu'il pourrait y avoir, c'est que voilà, vous pouvez le trouver en VOD, mais il n'est absolument sur aucune plateforme actuellement. Voilà. Il a été Il sur était il y a Netflix. pas longtemps. Il était il y a pas longtemps sur Canal. Ouais, il a été. Il y a pas, il y a- Tu parles de Breakfast at Tiffany's? Ouais, ouais. Non, non, il est sur Paramount+. Ah oui, c'est Moi, ça. c'est comme ça que je l'ai vu, hein. Ah oui, parce que je suis réglé sur le Just Watch en Belgique. Ouais. Mais C'est donc pour ça. Paramount Plus a la version HD de Breakfast at C'est Tiffany's ce qui me semblait, depuis ouais. le départ. Et ils ont aussi deux, trois autres Audrey Hepburn, dont Sabrina, voilà, de Billy Wilder. Super film. Enfin, de toute façon, globalement, allez vous plonger dans la filmo d'Audrey Hepburn, vous allez avoir des petites pépites. Oui. Je crois qu'avec Breakfast at Tiffany's, un des films que je préfère d'elle, c'est Voyage à deux de Stanley Donen, que j'ai découvert un jour en allant par hasard dans une séance. Enfin, il était ressorti au cinéma, parce qu'il est ressorti en Blu-ray il n'y a pas longtemps. Et vraiment, regardez ce film, c'est une pépite, quoi. C'est génialissime. En fait, c'est l'histoire d'un couple à travers leur voyage. Et c'est sublime, quoi. C'est un peu dans le même style que Breakfast at Tiffany's, c'est-à-dire il y a le côté très coloré, très pop, et en même temps,
Et en même temps, il y a toute la déchéance d'un couple qui se crée en arrière-plan. Et enfin, moi, ça fait partie des films avec Audrey Hepburn que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Et je pense que je vais en parler dans un prochain numéro parce que du coup, ça m'a vraiment démangé lorsque j'ai découvert le film qui est sorti en 62 de Blake Edwards juste après Breakfast at Tiffany's, qui s'appelle Le jour des vins et des roses, avec Lee Remick et j'ai plus l'acteur principal et j'ai malheureusement Jack Lemmon. voilà Jack Lemmon, qui est un film sur un couple et sur un tout petit peu sur l'alcoolisme et la séparation. Et du coup, je pense que je vais le finir parce que malheureusement, je n'ai jamais fini le film alors que j'ai la copie DVD depuis toujours. Et j'ai très très honte de dire ça parce que ce que j'en ai vu était sublime, mais malheureusement, j'ai toujours oublié de le finir. Voilà. C'est l'occasion en tout cas. Je pense que je vais très 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 vite en reparler. Ok, très bien. Voilà, je pense qu'on peut conclure sur ces paroles-là. En tout cas, on vous conseille Breakfast at Tiffany's, autant le roman que le film. Et oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que aussi, en voyant le film, moi j'avais peur. Moi, j'aime pas du tout quand les films, surtout quand je les vois à si peu d'écart, j'avais très peur de revoir une copie du livre. Et en fait, vous pouvez lire le livre et voir le film après. C'est suffisamment différent pour pas que vous ayez une impression de redondance, quoi. Moi, je vais faire l'inverse. Donc, le film, voilà, et puis après le livre. Ouais. En tout cas, merci à vous deux de m'avoir accompagné pour cet épisode spécial. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter sur YouTube et les réseaux sociaux si jamais vous connaissez le film, vous ne le connaissez pas, si vous l'avez vu ou si vous avez envie de le découvrir grâce à nous. En tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une hebdo classique. Voilà. Et le mois prochain, sans doute aux alentours de la fin du mois, pour un autre thème que l'on doit encore choisir en équipe. Donc en tout cas, on vous souhaite... Est-ce que je mets Bon Jovi juste après tout ça? J'ai l'impression qu'en fait, j'ai plutôt envie de terminer sur Moon River, hein, si ça vous dérange pas. Un Boon River. Moon River, si tu veux.